Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Donc moi je suis Christophe Hermand, je viens de la structure qui s'appelle Adria, donc Adria, centre technique de l'agroalimentaire, basé tout au bout de la Bretagne, presque à Quimper, environ 65 personnes qui sont pas mal à l'ouest, donc, ce qui nous permet de faire régulièrement des pas de côté pour aller aussi faire un peu d'innovation. Donc ce centre technique, je vous dis, c'est 65 personnes, un leitmotiv qui est fiabiliser, pérenniser l'alimentation de demain, avec 3 axes majeurs sur lesquels on développe aujourd'hui nos activités, c'est qualité, sécurité des aliments, c'est vraiment l'axe historique de l'Adria. On est vraiment sur la qualité et la sécurité des aliments. On est multifilière, donc on n'est pas non plus dédié à une filière donnée. Donc on travaille vraiment sur tout type de produits. On parlait des algues tout à l'heure, mais ça peut être la viande, ça peut être le lait, etc. Deuxième axe, ça va être tout ce qui concerne la formulation saine et durable, donc avec l'appui d'un laboratoire de sciences des aliments, avec une halle techno qui nous permet de faire des pré-séries et de valider dans des conditions, on va dire, pilote industriel, un certain nombre d'évolutions ou d'innovations de produits ou de process ou d'emballage. Et enfin, on a un axe qui est assez récent, qui est un axe sur des process, le développement de process sobres et durables, on va dire. Et donc, dans ce cadre-là, on travaille sur la reuse de l'emballage. Aurélie en parlera tout à l'heure. On a un projet en commun, d'ailleurs, je suppose que c'est le sujet. On travaille sur les économies d'énergie, c'est le sujet que je vais présenter à l'instant. Et on travaille aussi sur la reuse de l'eau, qui est le sujet que je présenterai un peu plus loin tout à l'heure. Donc le sujet que je vous présente là, ça a été porté par l'Institut Carnot, avec des partenaires qui sont le LUBEM, c'est un laboratoire de microbiologie qui dépend de l'Université Bretagne Sud, le pôle Cristal dont a parlé tout à l'heure Françoise, le pôle Cristal donc, qui est un pôle technique basé à Dinan et qui travaille essentiellement sur l'aspect thermique et énergétique, donc c'est des thermiciens, des énergéticiens qui ne sont pas à nos niveaux. C'est un projet qui a démarré en janvier, le projet de recherche lui-même, qui s'est terminé en novembre. Niveau 5 réalisé, au niveau des TRL, lancement niveau 6 ou 7, c'est post-projet, c'est-à-dire on est à ce stade-là où on a fait, on va dire, la preuve de concept au niveau pilote, et aujourd'hui on veut passer à la preuve de concept au niveau industriel, et on commence à développer ces projets-là avec des partenaires industriels. Alors, le contexte de ce projet, l'idée c'était de développer une méthodologie pour évaluer l'aspect bénéfice-risque lié à une augmentation de température dans les zones de conditionnement en particulier, ou dans les zones de fabrication de produits sensibles, pour voir si cette augmentation de température d'ambiance avait un impact effectivement sur la durée de vie du produit et la qualité hygiénique du produit. Le règlement 853-2004 indique que le travail des produits périssables doit être organisé de manière à éviter et réduire autant que possible la contamination, ça c'est la moindre des choses. La réglementation c'est 12 degrés maximum pour ces ateliers-là, donc on est allé explorer ces espaces-là de travail en termes de température dirigée. Donc l'objectif c'est vraiment optimiser la consommation énergétique en maintenant évidemment la qualité, c'est la base, et la sécurité sanitaire du produit. Un enjeu économique, un enjeu sanitaire, un enjeu social, parce qu'en faisant cela, on améliore aussi les conditions de travail des opérateurs dans ces ateliers, par exemple de découpe, de conditionnement, etc. Les étapes de travail sont de 3 niveaux. On a eu d'abord une activité importante de modélisation au niveau thermique, au niveau énergétique et au niveau microbiologique. Alors microbiologique, je commence par celle-là parce que c'est celle que je connais le mieux, parce que ça c'est la partie de l'Adria. La modélisation microbiologique, c'est un outil qui est déjà ancien, qui s'appelle SimPrevus, qui est développé par un groupement d'intérêt scientifique auquel participent un certain nombre de chercheurs, de centres techniques, d'organismes publics, mais également des industriels au départ. Cet outil SimPrevus continue son développement, on vient de mettre en place des nouveaux modules sur le développement microbien, l'évolution de la modélisation de la croissance microbienne dans des conditions pour d'abord la flore fongique, qu'il n'y avait pas auparavant, il n'y avait que les bactéries, et également pour le conditionnement en atmosphère modifiée. Ces 2 petits modules-là que je viens de citer, c'est 10 ans de travail en amont, donc c'est pas tout à fait, ça tombe pas du ciel non plus. Donc cet outil-là, on sait qu'il fonctionne dans un certain nombre de conditions, bien sûr, ça ne couvre pas tous les champs, mais dans un certain nombre de conditions, il fonctionne et plutôt bien, donc on s'est dit on va appliquer ça. Les modélisations thermiques énergétiques, c'est le travail vraiment de fond
du pôle cristal qui ne travaille pas que pour l'agroalimentaire. Le pôle cristal est très générique. Hein. Lui, son fer de lance, c'est l'énergie, c'est l'aérolique, c'est la thermique. Et donc, il travaille pour tout type d'entreprise. Il est très spécialisé sur les pompes à chaleur, par exemple. Voilà, il connaît beaucoup ces secteurs-là. Mais donc, pour modéliser les ateliers de l'agro, il a besoin d'évoluer dans sa modélisation. On a mené des essais pour caractériser une situation de base, pour augmenter les températures. On a testé la répétabilité, je vais y revenir tout à l'heure. Et enfin, on a analysé bien sûr nos résultats, les écarts qu'on pouvait trouver ou pas, et établi les corrélations. Dans nos étapes de travail, bien entendu, on est parti sur des modèles. Donc on a caractérisé une matrice alimentaire, une recette. Hein. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure. On a caractérisé un process de transformation qu'on a défini avec un itinéraire temps-température sur un process type. Là, il s'agissait de produits charcutiers, hein, de la saucisse, hein, la saucisse, donc avec de la chair à saucisse et de l'embossage. Et on a caractérisé les températures auxquelles on voulait travailler. Tout ça nous donne des modèles thermiques qui aboutissent à des températures de produits qu'on va modéliser, température de produits en surface et à cœur, qui nous donnent des modèles, donc ce sont des données qu'on va intégrer dans le modèle de microbiologie prévisionnelle qui peut nous donner donc une évolution de la croissance des micro-organismes pathogènes ou des fleurs d'altération. D'un autre côté, toutes ces données d'entrée vont définir aussi le modèle énergétique et qui va prédire, lui, les consommations énergétiques. Au final, on va regarder à partir de quel niveau, effectivement, on peut atteindre une balance équilibrée en termes de bénéfices-risques. Alors, les essais qui ont été menés, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait un peu long pour aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup d'essais qui ont été réalisés. On a une étape de production des saucisses, bon, c'est assez standard, hein, on a de la décongélation par de viande congelée, on a de la pesée, on a du cuterage, donc phase de mélange. Hein. On a de l'embossage, donc la mise en boyau, et on a du conditionnement. On a fait le même process pour ces trois séries-là, avec des essais de température de consigne à 4 degrés, à 12 degrés, à 4 degrés, à 12 degrés également ici, et dans une série 3 à 14 degrés, avec un temps d'attente, donc on s'est mis vraiment dans un worst case, avec un temps d'attente dans le bac avant l'embossage de 6 heures. Et enfin, un deuxième essai avec des températures de consigne à 12 degrés. On a, dans ce cadre-là, mesuré évidemment les contaminations microbiennes, les flores totales, mais aussi un certain nombre de flores typiques de ces produits charcutiers. En termes de résultats, eh bien, l'évolution de la flore totale dans ces saucisses, donc l'évolution de cette flore totale, on l'a fait sur des conditions de conservation, on a fait comme un test de durée de vie, hein, 1 tiers, 2 tiers, c'est normalisé, donc 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers à 4 et 2 tiers à 8 degrés. Ici, en fait, ce qu'on note, c'est entre 4 et 12, même au bout de 15 jours, vous voyez que ça se stabilise et on n'a pas vraiment d'impact de l'évolution de la flore d'altération des saucisses pendant cette durée de conservation. Les essais qui ont été menés sur d'autres flores, on l'a fait sur la croissance de Bacillus weidenstephanensis, donc c'est un germe un peu particulier qui est lié à cette flore de cette activité charcutière. On l'a fait sur Escherichia coli, qui est bien sûr un germe très important de risque de contamination pathogène dans cette industrie, et on l'a fait sur Listeria mono. Et donc on a la même chose, hein. Vous voyez que quels que soient les scénarios, en fait, sur une durée de vie à 15 jours, on n'a pas d'évolution notable de la croissance de ces micro-organismes-là. Les essais ont été réalisés à l'Adria dans la halle techno, donc en conditions pilotes, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, donc avec cette température dirigée. Donc c'est une halle qui est une mini-usine en quelque sorte, hein, donc, où on dispose des équipements pour produire des équipements de process à la taille pilote, donc de cuterage, d'embossage, de stockage, et bien sûr en température dirigée dans cette salle-là. Donc la caractérisation des chipolata, en fait, c'était un genre de chipot, hein, donc en fonction de la température de la zone, a été évaluée sur un certain nombre de critères aussi de pH, d'AW, de viscosité, de couleur et de viscoélasticité de la saucisse. C'est un peu comme des matériaux. Et en fait, on a très peu d'impact, voire pas d'impact statistiquement significatif au niveau des caractères organoleptiques ou rhéologiques, sauf la couleur, hein, on a une légère différenciation de la couleur, parce que l'élévation de température entraîne donc une
c'est pas vraiment une fusion de la matière grasse, mais en tout cas une viscosité plus faible. Et donc, au niveau du broyage, de l'embossage, on a un étalement de cette matière grasse qui entraîne une modification de la couleur de la saucisse. Mais cette modification n'a pas été jugée par les partenaires industriels, n'a pas été jugée rédhibitoire en tout cas. On a un certain blanchiment. Un point de vigilance, néanmoins, c'est qu'on a fait aussi des essais par rapport à l'impact sur l'ambiance. Donc on a inoculé des coupons en inox. J'ai corrigé, là, c'est pas tout à fait la même écriture parce que le rédacteur avait marqué en alu, mais ce n'était pas du tout en alu, c'était en inox. Donc des coupons en inox, on a inoculé. Donc là, j'ai présenté l'exemple avec Listeria monocytogenes. Et on a fait vivre ces coupons dans l'ambiance de cette salle de fabrication. Et on a regardé au bout de l'évolution, au fil du temps, de la contamination sur ces coupons-là, de ce qu'on arrivait à détecter. Vous voyez qu'à 4 degrés, ligne plate, on ne détecte rien. À 8 degrés, en revanche, sur Listeria mono, sur les coupons, on arrive à revivifier beaucoup plus facilement Listeria mono. Ça veut dire qu'effectivement, on augmente en quelque sorte le risque de contamination croisée, on va dire. Donc ici, probablement qu'elles y sont encore, mais qu'elles y sont déjà, ou elles y sont toujours, les Listeria mono. Mais comme on est à 4 degrés, le stress est important, on n'a pas pu les revivifier. Et ici, par contre, elles sont en pleine forme. Donc c'est le point de vigilance. Ça veut dire que si on part sur des schémas de ce type-là, à 8, à 10, à 12, on a à peu près le même schéma. Il va falloir faire attention quand même à son plan de maîtrise sanitaire et notamment au nettoyage des surfaces, de façon peut-être plus régulière si on part sur cette idée-là. Les données expérimentales ont été comparées aux données de modélisation. Donc on a fait, comme je vous disais tout à l'heure, des modélisations de croissance via SimPrevious et on a fait des vraies mesures, des vrais prélèvements avec des croissances. On tombe très bien, donc ça confirme qu'effectivement notre modèle fonctionne bien. Le modèle SimPrevious qui n'est pas notre modèle, nous on est l'opérateur, c'est lui l'opérationnel de SimPrevious à l'Adria, mais il appartient à plein de monde. Donc la prévision de croissance était de 3, on est à 2,95, la prévision de croissance à 2 était de 3,1, on tombe à 3. Bref, on a une bonne concordance, donc ce modèle peut être utilisé dans ces essais. Ici vous avez aussi un exemple de la simulation d'évolution des températures à cœur et en surface, donc en surface un peu plus haut qu'à cœur évidemment, avec ici pendant le temps de pause, donc on voit que si on a un temps de pause de 6 heures en l'occurrence, effectivement on a cette croissance quand même, de cette élévation de température dans la matrice. Là on était dans une température de consigne de 15 degrés, on arrive à 14 à la fin, donc voilà, ça on arrive parfaitement effectivement à le simuler aussi. Et donc, en fait, au niveau d'erreur de température finale, on est relativement, enfin, on est même plutôt très bon. Le modèle prédit avec une bonne précision. On est à moins d'1 degré d'écart. La température des produits en fin de processus pour les températures de 4 à 12 degrés. Plus la durée de process et les températures sont élevées, en revanche, l'écart augmente. Donc, on est moins fiable sur ces prévisions de température à cœur quand on augmente le temps d'attente, par exemple, ou quand on augmente la durée du process. Ceci étant, on considère que c'est tout à fait acceptable. Au niveau des résultats de mesure, alors donc il y a eu un certain nombre d'évaluations de consommation énergétique et de consommation énergétique et de consommation de froid. Énergie froid mesurée ou énergie électrique. Mais dans tous les cas, quels que soient les scénarios, on est aujourd'hui sur des estimations de gains qui sont très importants. Alors ça, évidemment, c'est au stade pilote. C'est dans la halle de l'Adria, c'est sur ce modèle saucisse, etc. Donc bien sûr, ça se demande d'être validé au cas par cas sur des outils industriels. Mais aujourd'hui, on pense qu'il y a vraiment une capacité à aller assez loin dans ces gains-là. Alors les bénéfices du projet, ce projet-là a permis donc de valider l'intérêt de cette approche couplée énergie-microbiologie. Donc là, on est vraiment sur de la multicompétence, un projet qui était pluridisciplinaire, entre 2 centres techniques basés en Bretagne, dans le giron de Carnot aussi, la Grifoud Transition. Et donc on a une bonne robustesse de ce modèle énergétique. Il est toujours à challenger, ce modèle énergétique. Paul Cristal, donc Frédéric Bazantet, qui est le directeur, vous dirait qu'il a encore du travail à faire parce qu'il n'est pas aussi optimisé qu'il le souhaiterait. Donc il y a encore de la modélisation, du développement de modèles à finir, et notamment confronté à des outils industriels. C'est ce vers quoi on va aujourd'hui. Ça semble être un outil de décarbonation qui est assez puissant quand même, ce modèle-là. Et donc on a des gains atteignables sans investissement matériel.
puisqu'il suffit, c'est un réglage. Hein. Alors sans investissement matériel, c'est pas tout à fait sans investissement, mais il y a quand même de l'investissement intellectuel derrière, et du travail à faire, mais effectivement, matériellement, ça n'exige pas d'investissement, en tout cas de CAPEX là-dessus. Les étapes suivantes, c'est améliorer la précision du modèle énergétique dont je viens de vous parler, c'est la modélisation de la survie bactérienne sur les surfaces. Ça, c'est un point qu'il va quand même falloir valider systématiquement hein, dans tous les projets au niveau pilote industriel qu'on pourra être amené à faire. Vérifier la robustesse de la méthode dans des conditions plus variées. Ça, évidemment, là, on a testé que c'était un essai, hein, une preuve de concept pilote, et des essais en conditions industrielles réelles. Évidemment des variétés de matrices élémentaires. Donc aujourd'hui on en est à ce stade-là. On est en train de monter, on a un projet qui est en cours de montage avec un industriel de l'Ouest dans le domaine de la viande. On est ouvert à d'autres partenariats, hein, donc si voilà, je lance l'appel. Hein, s'il y en a d'autres qui sont intéressés pour tester effectivement cette démarche dans leurs ateliers, on est en plein dans cette partie maintenant de développement industriel. Voilà, je vous remercie pour cette partie, pour votre attention. Si vous avez des questions, dans la mesure où je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Absolument, Christophe est disponible pour des questions si vous en avez. Juste par rapport à... On a dit... Cette question de la décarbonation sans investissement, c'est quelque chose qui nous paraissait intéressant, mais ça pose des questions réglementaires, notamment, du coup, parce que est-ce qu'on peut augmenter la température comme ça Donc on a quand même présenté le projet à la DGL, donc à la Direction Générale de l'Alimentation, et on a aussi rencontré l'ADEME et BPI France sur le sujet, parce que ce sont deux opérateurs qui financent aussi ces questions de décarbonation. Et il y a des guichets, il y a un guichet à l'ADEME notamment qui est adapté finalement à cette démarche. Donc la DGL est au courant. En fait, il y a beaucoup dans la chaîne du froid, alors c'est plutôt les logisticiens qui militent beaucoup pour passer de moins 18 à moins 15. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler. L'Institut international du froid s'est penché sur la question et les retours étaient plutôt positifs. Donc la DGL est consciente complètement de ces pistes-là finalement. Donc c'est plutôt bien engagé de ce côté-là. L'autre partie, c'est comment vérifier pour différents types de produits. Parce que là, vous avez essayé sur les chipolatas, vous allez maintenant travailler avec un opérateur de la viande. S'il y a d'autres secteurs qui sont intéressés, un cofinancement est possible via l'ADEME. Et n'hésitez pas du coup à contacter Christophe. Et on est tout à fait conscient de cette problématique de la réglementation. Donc ceci étant, la DGL, effectivement, qu'on a rencontré, on y allait un peu... Avec l'administration, on vient toujours un petit peu, voilà, on marche sur les œufs. On a été agréablement surpris. Ils ont très bien reçu ces résultats. Ils ont très bien pris ça et ils nous ont encouragés à poursuivre. Ils ont dit que pour eux, tant qu'on restait à la limite de 12 degrés, à la limite, qu'on apportait la preuve hein, que ça fonctionnait. Ça leur semblait pas du tout rédhibitoire. Donc, alors là, on parle de la DGL au niveau DGL. Hein, on ne parle pas des services officiels départementaux qui peuvent, voilà, il va falloir faire un peu d'éducation. Mais voilà, c'est quand même assez encourageant. Et, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup, mais là c'était vraiment l'exemple précis dans lequel on a besoin de mettre ensemble plusieurs compétences. C'est-à-dire que l'Adria tout seul n'aurait pas pu le faire, et le pôle cristal, c'est des énergéticiens, ils ne connaissent rien en microbio, c'est pas leur boulot. Rien du tout. Je te confirme. On sent les réunions compliquées. Mais en tout cas, voilà, maintenant ils ont très bien bossé ensemble et ils ont avancé sur le sujet. Je vous laisse si vous avez des questions. Quels autres systèmes vous pensez vous attaquer
Alors là, comme je vous dis, on va travailler probablement dans le domaine de la viande sur une partie de découpe après abattage, hein, un gros atelier de découpe. On pense aussi à des ateliers, ça peut être dans tout ce qui concerne finalement produits frais qui va être conditionné à température réfrigérée, mais ça peut être notamment des produits crus parce que c'est là où il y a le plus de risques. Donc on pense au saumon aussi par exemple, enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Mais vraiment, c'est vrai que c'est sur les produits crus où on fait, que ce soit de viande ou poisson ou même légumes, dans les légumeries aussi, on peut avoir ce type d'impact, hein. Voilà, c'est plutôt ces secteurs-là qu'on va viser. Moi, j'ai une question. Concernant le partenariat avec les industries agroalimentaires, est-ce que ça se fait dès la construction du projet? Vous avez le POC, vous présentez ça à l'industrie agroalimentaire, et vous dites vous passez à un usage industriel. Alors, en fait, là, le projet il est terminé, hein, le projet, le POC pilote, on va dire. Donc là, on est vraiment sur des projets individuels au cas par cas, c'est en B2B. Hein. Donc et là, on présente ça, mais là, beaucoup de ceux avec qui on travaille déjà connaissent. Mais donc, on va travailler sur devis, on va dire, hein, c'est de la prestation. Hein. Et effectivement, libre après à l'industriel. Donc nous, le Carnot peut aussi aider à aller chercher des financements, mais c'est normalement l'industriel qui dépose son dossier, forcément. Je dis pas de bêtises. Non, pas du tout. Pour compléter, c'était ce qu'on appelle chez nous un projet de ressourcement scientifique, c'est-à-dire qu'on a mis effectivement 2 équipes de l'Institut Carnot ensemble pour répondre à un problème de l'industrie, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution R&D. Donc l'objectif, nous, on finance ce type de projet qui doit être, j'allais dire, limité à des acteurs du Carnot. Ils travaillent ensemble, ils ont un résultat, et nous, de toute façon, en tant que Carnot, on demande à ce que ces projets ils aient à terme un objectif de développer une offre R&D. Donc là, on est au stade où le projet est terminé, la preuve de concept donne des résultats encourageants. Maintenant, effectivement, il faut passer au stade d'après, on va dire augmenter le niveau de TRL. Et là, la démarche du Carnot encore, c'est d'accompagner les équipes qui ont maintenant ces résultats pour avoir des partenariats en direct avec les entreprises pour valider et passer le stade plutôt industriel cette fois-ci. Et dans la construction du projet, on est assez ouvert, c'est-à-dire qu'on peut avoir une entreprise qui est intéressée. Donc là, on va faire un contrat de recherche, j'allais dire classique, entre une entreprise et une équipe ou plusieurs équipes de recherche. On peut imaginer de monter des projets à plusieurs entreprises, c'est ce que vous appelez tout à l'heure, François. Donc on essaie de trouver la meilleure solution pour que le transfert se fasse vers l'entreprise. Après, là, quand c'est une entreprise individuelle, je veux dire, on peut aller chercher peut-être des financements ADEME, puisqu'il y a un guichet qui est semblé dédié, puis il y a aussi le CIR, hein, donc, puisqu'on est quand même sur on reste sur de la R&D. Et parce que c'est que de l'investissement intellectuel, finalement. Une autre question. Là, vous allez passer à l'échelle pilote. Est-ce que vous attendez... L'échelle industrielle. Chez l'industriel, pardon. Vous attendez à des ajustements, notamment sur le nettoyage, parce que vous parlez de la vigilance sur les surfaces. Est-ce que... Oui, en fait, on va dans la partie qu'on envisage, on ne s'est pas signé encore, hein, donc voilà, je ne peux pas en dire grand-chose, mais il y aura forcément cette partie mesure, donc il nous faut des datas, hein, de toute façon, systématiquement. Donc en fait, on va suivre un abattage, une découpe pendant une demi-journée, 2 fois ou 3 fois même, pour assurer la répétabilité, pour qu'il n'y ait pas de biais. Ne serait-ce que le climat, hein, qui d'un jour à l'autre peut impacter l'humidité de la salle, enfin, etc. Donc on va mener ça et on va faire des prélèvements sur les carcasses, sur les produits découpés, sur les sols, dans l'air, enfin, etc. Et donc on va vraiment cartographier l'atelier, les matrices, les ateliers, etc. Les blues, enfin on va faire un peu la totale. Et l'idée c'est d'avoir vraiment ce mapping pour se dire après, voilà, le risque il est où si on se met à 12 degrés plutôt qu'à 4 à 4. J'ai répondu à la question ? Oui. Bon.